Au congrès de 69, il y avait un poste ouvert sur le conseil d'administration des vice-présidents. Parce qu'habituellement, les directeurs québécois des principaux syndicats, plus ou moins automatiquement, prenaient des postes de vice-présidents. Bon, donc, les métallos qui étaient historiques, qui étaient vice-présidence, le SCFP avait vice-présidence, la construction, évidemment. J'étais pas encore directeur québécois, en plus. Le gars qui m'a embauché, Maurice Vassar, a dit, écoute, si tu veux aller, allez-y. Aldo Cagliori, qui était machiniste à Canadair, voulait le poste. Et moi, je me suis présenté pour le poste. Puis parce que j'avais fait beaucoup de fins de semaine d'éducation syndicale, même quand j'étais à RCA Victor, puis quand j'étais au SCFP, quand on faisait des fins de semaine d'études en région, mais j'étais toujours amené, en bien des cas, comme l'anglophone de service, avec ces fins de semaine d'études un peu partout au Québec, je me suis fait connaître de gars de d'autres syndicats. Les CFP, les métallos, puis certains syndicats comme ça. Hey, Bob, Cagliori va ou Paul Lachenut, tu devrais se présenter. Je présente ma candidature. Et puis, Louis Laberge m'annonce après, avec beaucoup d'hésitation, parce qu'on était bons amis. Écoute, je regrette, mais c'est pas toi qui as choisi. Correct. On n'est pas pire amis. Dennis McDermott était gars de structure. Il avait des caucus partout. C'est rare qu'il y ait une vote libre dans une chose, parce que ça peut, mener beaucoup de pagaille dans les syndicats. Il est descendu de Toronto à Québec pour rencontrer nos délégués des TUA. Et puis les gars parlaient tous que le gars qui se présentait, c'était pas bon, puis bon. Finalement, ils l'ont convaincu, Dennis, qu'il devrait m'autoriser d'y aller. Et là, les gars des autres syndicats étaient bien contents. J'arrive le lendemain, c'était au Patro Rocamadour à Québec, qui a si je me rappelle bien, c'est des immenses poteaux structurels dans le bâtisse. J'arrive le jeudi matin, il y a des photos de moi, là, du plafond à la terre sur tous les poteaux. Alors, bon, je laisse aller l'affaire. Quelques syndicats m'invitaient à leur adresser la parole, puis j'ai gagné par pas mal solide. Alors, mais puis j'ai resté là jusqu'à 81 quand je suis lancé en politique. Oui, écoute, j'ai toujours dit que j'ai été favorisé, même tu peux dire que toutes les situations merdeuses qui existent au monde, j'ai été destiné à me trouver avec les petits mains sales à faire face à ces choses-là. Mais c'était la période vraiment de 72, tu as le Front commun, tu as l'injonction pour ordonner un retour au travail. Louis, puis Pépin, puis Carbonneau rejettent ça. Alors, il se ramasse en prison pour un an. Là, j'étais participé au moment où le Front commun était encore en grève. Puis comme d'habitude,
je dis pas que ça arrive chaque fois parce que je suis pas ça de si près que ça, mais souvent, quand ça devient jamais, c'est le FTQ qui trouve la solution. C'était pas le CSN nécessairement. Et le CSN, tout en gardant leur esprit de fierté, on les enlève pour ça, mais ils marchaient avec nous autres. Le soir que Louis est entré aux prisons, on a fait une espèce de souper arrosé à un motel pas loin du prison. Et finalement, toute la gang ensemble, on a escorté Louis à la prison. Puis on a livré aux autorités, comme on dit. Fallait qu'on rentre au Saint-Ville, à Québec, le bureau de l'FTQ, pour rencontrer Louis Laberge. On a mis dans la serviette de quelqu'un que je nommerai pas une bouteille de cognac pour Louis. Parce qu'il était sec depuis qu'il est rentré, puis il faisait des exercices. Il a mis vraiment en santé quand il était en prison. Sauf qu'il s'ennuyait d'Isabelle Lucille, sa femme, puis s'ennuyait de sa mère. Il n'est pas... Marcel Pépin était héroïque. Il profitait de la situation pour être un héros, victime de persécution, martyr de la classe ouvrière, comme Charbonneau. Mais Louis, c'est pas comme ça, j'ai eu ça. Alors, on est entré pour rencontrer Marcel Pépin, pour que Marcel nous donne le mandat de donner à moi, de donner le mandat à Jacques Brûlé du SCFP, le mandat de régler la grève. On était rendu où c'était le temps de régler, puis on avait des gains réguliers. Mais j'ai vécu ce moment historique où on est rentré, on a rencontré avec Pépin, on a discuté ça, puis dit OK, dis à Jacques Brûlé de régler la grève. Il m'avait demandé en 1976 de me présenter, mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de relève dans mon syndicat, puis c'est une maudite chance parce que c'est comme chef syndical que j'ai vécu toutes ces choses-là pendant le premier mandat. Soit dit en passant aussi, il avait adopté la loi sur la santé et sécurité du travail durant le premier mandat, et nous, on était à l'extérieur, puis on a fait un meeting à Drummondville où Émile Boudreau des Métallos, il travaillait le dossier de santé et sécurité depuis 15 ans. Puis il est venu à Québec avec des paquets de papier. Et puis il a fait une présentation, puis Pierre Marois est venu, qui était ministre, qui est venu adresser la parole au gars. Alors c'est une autre chose que le PQ a fait, et encore là, le syndicat, au fond, a poussé pour ça, puis ça couvre tout le monde, pas juste les syndiqués. Ça. Après avoir eu notre code de travail amendé, y compris la loi anti-SCAB, ils ont trouvé la façon de détourner la loi anti-SCAB. Les cadres de la compagnie avaient techniquement été pas interdits de faire le travail des grévistes. Et puis, tout de suite, on a mis une revendication syndicale pour le deuxième mandat. Et c'est là que j'ai été élu. Et j'ai été adjoint parlementaire au ministre du Travail, Pierre Marois. Alors, on a dit, hey, faut reniper la loi anti-SCAB. Et Pierre Marois était malade. Alors, c'est moi qui ai écrit la loi. Vérifier ça avec les avocats. Normalement, un adjoint parlementaire n'a pas le droit d'aller en chambre pour représenter le ministre. Mais entre M. Lévesque et Pierre Marois, ils ont négocié une exception. Alors, dès le début, c'est moi qui faisais la période de questions pour Pierre Marois. Quand c'est arrivé au Code du travail, puis là, les libéraux ont réduit leur consentement. Alors, ils ne m'ont pas laissé présenter la loi, mais Pierre Marc Johnson
était délégué pour plaider la loi, puis pour une fois, il a fait une bonne job. J'étais fier de lui. On a réussi à corriger l'erreur. On a vu à l'interne, on savait que la situation, Parizeau voulait le faire à l'été. Fait juste couper carrément. Puis je dis, écoute, vous ne pouvez pas faire ça. Une convention collective, tu ne fais pas des changements comme ça dans une convention collective au milieu d'une convention. Je dis, vous êtes beau de dire, vous êtes le gouvernement. Mais c'est contre tout. Vous êtes un mauvais patron si vous faites ça. L'évêque a acheté l'affaire. On a dit, OK, on remet ça. On ne le fait pas tout de suite. On remet ça à la fin de la convention collective. Moi, je ne savais pas qu'il était pour continuer à ce moment-là, mais j'ai convaincu M. l'évêque de convoquer un sommet économique sur la situation. Alors, les sommets, c'est eux qui avaient commencé ça dans les premiers mandats. Et on a fait un sommet, ce que j'appelais le sommet de la solidarité. Et puis, le ministre des Finances est allé exposer son problématique budgétaire. Ça ne se fait pas. Aucun temps. Ça n'a jamais fait, ni avant, ni depuis. Mais le ministre des Finances est allé expliquer la situation. Personne n'a fait des suggestions. Alors, on a sorti de là zéro. Personne n'avait pris le devant pour essayer de relancer, patronal syndical, relancer peut-être des négociations ou quelque chose. Le gouvernement n'hypothèquera pas l'avenir pour améliorer les salaires des employés de l'État. Je n'ai pas voté la loi. Je n'ai pas participé au débat ou rien de ça. Quand c'est venu une loi, j'avais d'autres choses à faire parce que moi, je rencontrais des groupes de travailleurs qui avaient des fermetures d'usines. Il y avait une récession en 82. Et puis, j'avais des demandes par-dessus la tête pour rencontrer des groupes de travailleurs. Puis, quand j'ai su qu'il y avait un vote tel jour, j'étais à Montréal, j'étais avec le comité syndical. Je dis, c'est pas vrai que je vais annuler un meeting avec vous autres pour ça. Mais je n'ai pas voté pour. Et même si j'avais été à Québec, je n'aurais pas voté. Comme on fait quand on ne veut pas, je serais allé aux toilettes ou quelque chose. Quand le vote se prend, mais j'ai dit, écoute, je ne peux rien faire, c'est trop gros pour moi, puis boum. Quelques années après, j'ai fait le décompte de ma défaite électorale en 85. Et je sais que la plus grosse unité syndicale dans mon comté était l'hôpital de Saint-Jérôme, puis c'était CSN, puis je savais qu'il était très mécontent. Les libéraux, en 85, n'avaient pas plus de votes qu'ils l'avaient eu en 81, sauf que moi, j'avais 4000 votes de moins. Alors, j'ai tout de suite dit, c'est ça, ceux qui étaient impliqués dans le temps ou qui étaient sympathiques avec cette cause-là, ils ont voté contre moi. Puis, j'ai pris le note, écoute, j'aurais pas voulu, c'était un balayage général cette année-là. J'aurais été malheureux en l'opposition, alors j'étais bien content de retourner aux petites batailles avec des grosses compagnies. Je reconnais la force et comment la droite et même l'extrême droite semblent rentrer dans les mœurs du peuple sans qu'il soit conscient. Mais les années 70, c'était une période où l'action collective était de mode, des gros événements, des grosses grèves, des grosses manifestations, puis tout ça. Mais aujourd'hui, on a de misère à monter une manif de 1000 personnes. Chapeau aux étudiants, mais je pense que la prochaine fois qu'on a une cause célèbre, il faudrait demander aux étudiants de l'organiser pour le mouvement syndical, de l'organiser pour eux autres et avec eux autres.
Le gouvernement du Québec a fait 7 milliards de réductions d'impôts entre 2000 et 2008. Et Bouchard, Marois et Jean Charest. Et puis, ces 7 milliards, j'ai jamais vu un manif des travailleurs qui demandaient une réduction d'impôts. Peut-être qu'ils trouvaient qu'ils payaient trop d'impôts, mais ils l'ont jamais dit. C'était toutes des lunchs avec les patrons et les groupes de droite qui demandent, parce que toutes les réductions sont allées aux entreprises puis aux riches, aux mieux nantis. Jean Charest, quand il a eu le montant du fédéral pour le soi-disant déséquilibre fiscal, au lieu de le mettre pour payer des dépenses, il l'a mis dans une réduction d'impôts. Savez-vous, avec ces 7 milliards aujourd'hui, et c'était dans un document de l'IRIS ou l'IREC, là, 2-3 ans, on aurait pu financer 2 milliards de plus pour la santé. On aurait pu payer l'université jusqu'au doctorat, comme dans les pays scandinaves. On aurait pu, je pense, 38 000 logements sociaux. On aurait pu resserrer puis améliorer le système des garderies à Saint-Piastre. Avec ces 7 milliards-là, on aurait tout fait ça. Alors là, tu as 3 gouvernements que tous les 3 sont pareils. Ils ont dit, on va couper, puis il n'y aura pas d'augmentation de taxes. Ben, écoute, on n'a pas d'argent. Tous les gouvernements parlent juste des dépenses. Il n'y a personne qui parle des revenus. Ben, les paradis fiscaux. On commence tout doucement à ramasser un peu de ça. Mais le Québec c'est plus facile de fouiller dans la construction pour le travail en dessous de la table. Et puis les restaurants où ils étaient portés à cacher et à ne pas payer les impôts. Mais les gros milliards, écoute, General Electric ne paye pas une scène d'impôt nulle part. Aux États-Unis, au Canada, nulle part. Puis il y a une liste de ces énormes compagnies qui jouent tous les paradis fiscaux. Si on voulait vraiment aller chercher, là, je pense qu'on dit que déjà on a ramassé comme 3 milliards au Québec, des petites industries, mais si on a allé après nos riches Québécois et surtout les compagnies qui ne payent pas d'impôts au Québec. Un fiscaliste qui a écrit 2 livres. Le premier livre était « Ces compagnies qui ne payent pas d'impôts ». Puis elle nomme là-dedans quelle compagnie. Puis elle ramasse les Bronfman, elle ramasse les Chagnon avec leur fiducie, leur fondation. Ça prend une réforme fiscale majeure. Chaque fois que je passe, ça fait mal. Et puis, ils ont compté des menteries. Ils ont dit jamais ils produiraient ça, les produits à choix. Moi, j'ai eu l'idée pendant tout le long que des gens d'Ontario n'avaient jamais pardonné à GM de construire une usine au Québec. Et puis que, finalement, on réglait le problème. J'avais suggéré à Bernard Landry, j'ai dit, écoute, pourquoi tu n'assanises pas l'usine? C'est très moderne, ça vient juste d'être un épi, puis on va faire le tour du monde pour offrir ça à une autre compagnie d'automobile. Il a jugé que c'était pas faisable ou pas quelque chose. GM, au lieu de le laisser là, puis ils sont pas fous, GM, ils ont tout mis ça à terre. 2 ans avant de fermer, il avait construit un nouvel atelier de peinture, le plus progressiste, le plus technologiquement avancé au monde. Ils ont eu 300 000 millions du gouvernement. Et puis,
Moi, je dis, on aurait pu dire à GM, gardez le 300 millions, puis nous autres, on prend l'usine. Kiff, kiff. Mais ils ne voulaient pas. Je leur ai fait ça d'emblée si j'avais été ministre quelconque. Même si j'étais ministre des patates frites, j'aurais essayé de convaincre le premier ministre puis les ministres financiers de faire ça. Non, écoute, demande-moi pas de conseiller les présidents. D'abord, ils ne me consultent pas, puis je suis quasiment content. Moi, j'essaie de planter des idées dans la tête des militants syndicaux que je vois dans les cours que je donne, parce que je donne des cours sur l'économie et la politique, ou l'économie politique, parce que les deux sont liés. Ça fait des gens plus éclairés qu'ils étaient. Je vois des choses sur Facebook qui indiquent que je n'ai pas travaillé pour rien, mais c'est pas rendu dans les classes dirigeantes, c'est pas rentré dans les partis politiques. À court terme, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais il va falloir quelqu'un, quelque part, qui... Écoute, Harper, il faut scraper ça. Puis même les libéraux ne sont pas diable mieux. Et même si le NPD gagnait par miracle, est-ce qu'ils sont ouverts à ce genre de choses? Pas sûr. Le fou à Harper, il a détruit tout ce que le Canada avait comme bonne réputation au monde. Moi, je m'en sac parce que je suis indépendantiste. Mais le Canada existe. Puis ce qu'il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour démolir tout ce qu'on a fait dans les années 60, 50, après la guerre, des lois progressistes, toute une série de choses qui nous ont bien orientés. Puis on dirait que tout le monde veut mettre la hache là-dedans. Puis on part bien bas pour rebâtir ça, mais il faut le faire. Je ne sais pas qui va le faire ou comment il va le faire, mais il faut que le peuple se réveille. Je suis toujours optimiste. Je dis, c'est pas une question, il faut qu'on change ça. Autrement, tout le monde va souffrir. Je ne sais pas dans quelle sorte de soupe qu'on va se ramasser, mais ça serait pas beau si on a des pauvres qui se battent dans la rue dans plusieurs capitales du monde en même temps. Là. Je dis souvent aux gars, je dis, si vous voulez un plan à long terme, quand il y aura le jour, parce que le capital est peureux. Hein. On a vu ça dans le 18e, 19e siècle, quand la Révolution grondait un peu, là, ben on a trouvé des accommodements raisonnables avec le peuple. Moi, je dis souvent que si le jour où tous les syndicats en tous les pays, avec le peuple qui les peut influencer, pas juste les syndiqués, mais le peuple, quand on arrête tout pour 24 heures, puis ça va faire tellement peur qu'on va voir des remèdes, parce qu'ils ont tellement peur de perdre leur argent qu'ils n'ont pas. Si tu le prouves, écoute, c'est pas encore fait, sauf qu'il y a des gros progrès qui se font sur le plan syndical. Comme sideline, j'ai 22 ans de présidence d'un CLSC, Centre de santé et services sociaux, que je viens juste de céder la présidence à la relève, puis je garde la vice-présidence. J'ai fait j'ai bâti 2 CLSC, le premier qui est tout petit, puis l'autre à peu près 6 fois plus gros. Là. Je ne regrette rien, puis j'aimerais, je continue à faire ce que je peux. La vie a été très bonne pour moi. Et ça m'a donné une femme merveilleuse qui m'a appuyé, qui a partagé bien ces choses-là avec moi. Parce que c'est pas une vie facile syndicale. C'était comme par hasard que j'ai fait toutes les étapes.
Et c'est toujours la bonne étape. Et je suis content de toutes les étapes que j'ai passées, avec toutes les déceptions, puis toutes les erreurs. Mais je suis, je veux dire comme Frank Sinatra, I did it my way. J'ai essayé d'être fidèle à moi-même et j'ai fait face à une série de choses. Je suis content. Je suis encore vivant, je suis encore debout. Une chanson que j'aime, Jerry Boulet, qui chantait toujours debout. J'étais jamais le gars qui donnait le grand coup, mais j'ai le gars qui prenait des coups, puis il restait debout. Puis finit par gagner. Sois patient, et puis ça finit par tourner dans la bonne direction.